Bonjour, bienvenue pour Interview Ciné. Aujourd'hui, nous recevons Gérard Zing qui nous accueille chez lui. Bonjour Gérard, merci d'être avec nous et de nous recevoir. Bonjour. Merci beaucoup. On va vous détailler un peu votre parcours, votre carrière tout au long de ce rendez-vous. Vous avez fait des études à Sciences Po, vous avez été sprinter. Comment vous êtes tombé dans le bain du cinéma avec un tel parcours antérieur? Moi je crois qu'il faut déjà ne pas oublier quelque chose, si tu veux. C'est qu'à l'époque, l'image, tu vis en province, il n'y a pas beaucoup d'images. Elles sont où les images? Les images, elles sont dans Paris Match. Elles ne sont pas à la télévision elle n'y est pas encore. Elles sont plutôt quand tu vas aller chercher du charbon à la cave, le soir, hein, tout seul, t'as peur, hein, bon. Elles sont dans tes nuits. Elles sont le jour où le cirque Pinder passe dans le village, ce qui est raconté dans tous les films de Fellini, quoi. Et où l'éléphant pisse, par exemple, hein. Il fait une grosse mare, ça fait marrer tous les... Bon. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit aux actualités Gaumont quelques petits bouts de films avec des présidents qui posent des gerbes à l'Arc de Triomphe, hein. Et c'est quoi, autrement? C'est Paris Match. Et autrement, c'est les musées, c'est la peinture. Tu vois, il faut penser que déjà, l'image, tu te la fabriques aussi. Hein, c'est toi qui te la fabriques, c'est ton ailleurs. C'est un moyen de s'évader. C'est un moyen de Je partir crois un que de peu toute façon, l'homme rêve, imagine. Mais le goût du cinéma, alors ça a été quoi? Quelques séances de cinéma vues, un peu de cinéma de papa qui faisait passer à la maison des films avec un d'Harold rétroprojecteur. avec un petit... Il n'y avait pas de rétroprojecteur, c'était des petits projecteurs 8 mm. Mais il faut surtout pas oublier ça, tu vois. Mais moi, je crois que peut-être je ne l'ai pas oublié, parce que quand je vais faire la nuit, tous les chats sont gris, hein, j'écris une scène d'opéra. Mais je vais m'arranger pour ne jamais avoir été à l'opéra. C'est-à-dire, on va m'inviter à aller à l'opéra, voir ce que c'est et tout. Et je veux rester d'une certaine manière uniquement sur une image projetée comme ça, mais sans autre support que la musique. Bon, et quand le film sortira, le journaliste, grand spécialiste de la musique en France, qui s'appelait Maurice Leroux, qui avait une émission qui s'appelait Arcana, sera persuadé que le film a été tourné à Aix-en-Provence lors d'une représentation. Enfin, c'est pour dire que c'est une balance absolument nécessaire. On peut avoir envie de faire de l'image. On n'a pas, à l'époque, on a excessivement peu d'opportunités, de références. Les débuts que vous avez eus d'acteur dans le procès de Jeanne d'Arc, ça a été pour vous une manière de découvrir le cinéma et peut-être de vous donner un... Je vais te dire pourquoi, parce que c'est pas moi qui tournais le procès de Jeanne d'Arc. Ouais. C'est Anne Maison qui est un homonyme. D'accord. Voilà. Par contre, ce qui est curieux, c'est que Robert Bresson m'a demandé de tourner Lancelot. Il voulait, il m'a même harcelé, il me faisait venir dans son bureau, il m'expliquait quelle nourriture il donnait à ses chevaux pour qu'ils aient un cul bien rond et tout ça. Bon, et je me suis trouvé à un moment, j'avais en fait l'opportunité, ou bien, et j'ai fait des essais pour lui, ou bien je faisais le film de Bresson, ou bien je faisais les valseuses comme assistant. Voilà, et j'ai choisi de faire les valseuses. Valseuses dont on parlera un petit peu plus tard. Mais donc l'autre... c'est un homonyme. Vos débuts dans le cinéma, c'était comme assistant sur le documentaire de Chris Marker, Loin du Vietnam. Chris Marker qu'on connaît un petit peu aujourd'hui, parce qu'un de ses films, c'était Lâcheté, qui a été refait par Terry Gilliam, qui s'appelait L'Armée des 12 singes, avec Bruce Willis. Comment ça s'est passé, ces débuts d'assistant sur ce projet Loin du Vietnam? Le chef d'orchestre, c'était Chris Marker. Et il y avait la participation d'un certain nombre de grands cinéastes. Il y avait Godard, il y avait... Lelouch, Varda. Lelouch, Varda, William Klein. Alain Resnais. Alain Resnais. Et en fait, moi, j'avais rencontré Rui Guerra. Et Rui Guerra, à l'époque, venait de faire Os Fusis, qui est un film politique magnifique. Hein, et donc Chris lui avait demandé de faire
un court-métrage, en fait, une participation. Et en fait, moi, j'ai été l'assistant de Ruy dans cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse du film de Ruy Guerra, Sweet Hunter? À quoi consistait votre participation à ce film? Alors, Sweet Hunters, en fait, je devais être premier assistant et j'ai été premier assistant du film. Mais j'ai surtout, en fait, le soir de 68, des barricades de 68, je rencontre, par curiosité, moi il fallait que je sois là jusqu'au bout. Hein, et puis il y a un autre garçon que j'ai rencontré là, plus âgé que moi, et qui sortait en fait des douleurs de la guerre d'Algérie et qui ne supportait pas en fait l'idée, il aurait voulu protéger les étudiants contre les gendarmes mobiles. Et donc il était là et on s'est rencontrés et on a passé cette espèce de nuit ensemble. Chris d'ailleurs, à un moment, a été là aussi. Et Philippe, c'est Philippe Dumarsais dont je parle. Qui était le futur co-scénariste des Valseuses sur lesquelles vous avez travaillé. C'était aussi le scénariste de Blier. Hein, donc ça a été même le lecteur de Blier, que Blier a écrit, parce qu'avant de faire le film, il a écrit un bouquin, Blier. Et Philippe a été mon collaborateur aussi. Alors pourquoi là, il avait fait l'IDEC avec Ruy Guerra. Donc Ruy Guerra venait de rencontrer un très riche Canadien qui souhaitait offrir un cadeau à sa femme pour ses 40 ans. Et sa femme lui avait fait 2 enfants, elle avait arrêté une carrière de chanteuse lyrique, et Claude Giroux, qui était le producteur, lui a demandé, lui a dit qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire, et elle lui a dit un film. C'est un caprice quoi, le film était un caprice. Un caprice c'est pas un caprice, si on te demande qu'est-ce que tu veux comme cadeau, tu peux répondre un film. Ce qui est un joli cadeau en soi. Puis elle souhaitait évidemment être comédienne principale du film. Et son mari lui a dit mais tu veux un film, mais quel metteur en scène? Et elle était dans les 500 personnes qui venaient de voir Osfousis, le film de Ruy Guerra. Elle a dit Ruy Guerra. Et ils sont partis à Rio, rencontrer Ruy, qui les a séduits avec un petit bout d'histoire, mais en fait qui n'avait pas vraiment de sujet, on va dire. Et qui a demandé à son ancien condisciple de l'IDEC, qui était Philippe Dumarsais, il lui a demandé, il lui a dit, écris quelque chose, propose-moi quelque chose, et tout, voilà. Philippe n'a pas voulu rester seul, il s'est souvenu, disait-il, de ce seul garçon du cinéma qu'il avait vu le soir des barricades, et il m'a fait venir chez lui, il m'a dit, est-ce que tu es prêt à écrire avec moi? Et on a écrit Sweet Hunters, voilà. Quelle impression vous avez eue notamment sur le casting de ce film? Je sais qu'on a trouvé Sterling Hayden. Le casting, on était dans la position que tu comprends bien, puisqu'il y avait une femme qui voulait un film, donc nous, on pouvait, derrière ça, considérer qu'on pouvait avoir n'importe quel comédien. Donc on a été chercher dans nos têtes quel était l'acteur idéal pour le rôle qu'on avait écrit, et on a pensé à Sterling Hayden. Sterling Hayden, c'est Asphalt Jungle, c'est une espèce de figure. Razia de Kubrick. Ouais, c'est une figure, tu vois, un petit peu de... on a l'impression qu'il sort de l'univers de Melville, quoi, tu vois, une espèce de type... Une gueule incroyable, en même temps c'est un type douloureusement bousculé par des positions qu'il a prises au moment du macartisme. Ouais. Donc il y avait quelque chose de douloureux aussi chez lui. Et donc voilà, donc le film est parti. Alors la particularité de ce film, c'est qu'il est parti avant d'être écrit. Hein. C'est-à-dire que moi j'étais encore en train d'écrire le film et on construisait déjà les décors. Hein. Voilà. Et donc j'ai fait à ce moment-là, moi, engager Benoît Jacot comme co-premier assistant avec moi, puisque moi j'étais bloqué à l'écriture. Ça reste un moment important dans votre carrière? Oui, bien sûr, ça reste un moment où... c'est l'amorce. On a tous appris, on a assisté au travail d'un
metteur en scène de valeur, hein, Peter Weir. Ça vous a appris quoi pour la suite? Ça m'a appris une espèce... tout ce que je pouvais retenir et tout ce que je pouvais aussi ne pas avoir envie de retenir. Donc lui, il avait une espèce de fougue, il avait une géométrie extrêmement particulière, une manière de jouer avec l'espace que peut-être seuls Yang Cho et Bertolucci ont eu à ce point. Et en même temps, quelquefois, je trouve que ça partait dans quelque chose d'un petit peu maniéré, d'un peu baroque. Voilà, et ça m'a appris, une grande exigence, une grande précision de metteur en scène, quoi. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup avec son corps, on va dire. La participation de Sterling Hayden sur le film, avec cette stature, cette présence, finalement un acteur qui vit et qui porte en lui tout ce qu'il a de douleur, etc., ça a préfiguré votre rencontre ultérieure avec un Gérard Depardieu. C'est quelque chose qui... Non. Bah, écoute, c'est un monstre, c'est un très grand comédien, mais il y avait aussi la fille de Susan Strasberg, qui a fondé Actors Studio. Ouais, il y avait Stuart Whitman sur le film. Non, le film, il a été extrêmement bien reçu, il a été à Venise en 70, 71, et il a, de tous les films européens de l'époque, je crois que c'était un des films qui a été vraiment salué, ce qui m'a valu, moi, qu'on me propose d'écrire d'autres choses, et j'étais pas vraiment... c'est pas vraiment par là que je suis parti. Voilà. Merci.